Mesdames et messieurs les rectrices et recteurs, mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs généraux de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs, mesdames et messieurs les référents laïcité, les référents mémoire et citoyenneté, mesdames et messieurs les professeurs, je suis très heureuse de pouvoir intervenir dans ces très importants séminaires interacadémiques qui nous rassemblent dans divers lieux de notre territoire autour de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Et si vous le permettez, je voudrais intervenir sur quelques points. D'abord, évidemment, rappeler les objectifs fondamentaux de ces séminaires académiques. On peut dire très simplement renforcer la transmission des valeurs de notre République. Deuxièmement, vous montrer, et c'est une des responsabilités que vous aurez à porter, que nous avons l'ambition d'irriguer véritablement le système éducatif par un ensemble d'actions dont la cohérence doit être lisible et visible. Ceci se traduit très concrètement par ces interacadémiques et je voudrais réexpliquer comment nous avons co-construit avec les académies ces séminaires et montrer de quelle façon nous pouvons, à travers ces séminaires, à travers les formations qui vont être développer, mobiliser un certain nombre de leviers au service des objectifs que j'ai posés au départ. Alors ces objectifs, renforcer la transmission des valeurs de la République. Bien évidemment, les événements tragiques du mois de janvier ont conduit spontanément à la mobilisation de l'ensemble de la société française, qui a réaffirmé sa solidarité, son attachement profond aux valeurs républicaines qui la fondent. Mais au-delà de ce mouvement spontané, une démarche volontariste s'impose, dans la mesure où on ne peut pas ignorer les manifestations délibérées de remise en cause des valeurs de la République qui ont surgi dans les jours et les semaines qui ont suivi et qui, de façon évidente, étaient déjà présentes auparavant. Alors je ne voudrais pas évidemment exagérer leur importance, mais nous savons que les réactions d'un certain nombre d'élèves au moment de la minute de silence, et puis surtout sur les réseaux sociaux, ont clairement interrogé le rôle et la mission de l'école. Alors bien sûr, l'école de la République ne peut pas tout, mais il me paraît essentiel de rappeler que l'école n'a pas pour seule vocation la transmission des savoirs savants. Elle est aussi le lieu qui assume la formation des citoyens en devenir, que sont nos élèves. C'est le lieu où se forge l'apprentissage des règles du vivre ensemble et du bien vivre ensemble. En d'autres termes, l'école est le lieu privilégié des partages des valeurs républicaines. Donc la mission est très claire. Les moyens de la remplir, la pédagogie à mettre en œuvre est plus complexe. Comment est-ce qu'on enseigne ces valeurs de la République? Comment les fait-on vivre pour que, au-delà de leur affichage au fronton de nos écoles, elles fassent véritablement sens pour chacun de nos élèves, mais aussi pour chacun de nos personnels. Donc comment éviter qu'elles soient finalement désincarnées, et donc de ce fait qu'elles suscitent l'étonnement, l'interrogation, voire l'évitement de certains. Comment l'école peut-elle engager le futur citoyen responsable, éclairé, émancipé, mais également conscient que tout ne se vaut pas? C'est un point qui a été réaffirmé avec force, vous le savez, par la loi de juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Les valeurs, en particulier la laïcité, bien sûr, dont l'importance a été clairement posée, mais pas seulement la laïcité, ont été rappelées comme constitutives de l'école depuis la Troisième République. Je pense aussi à tout ce qui est lié aux questions d'égalité, aux questions d'équité, à la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de conscience, au refus des discriminations, à l'acceptation de l'altérité, puis finalement au beau mot de fraternité, qui est certainement tout à fait essentiel. La ministre a annoncé le 22 janvier dernier la mise en place de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Cette grande mobilisation, elle doit s'attacher à nous faire retrouver collectivement le sens profond de ces mots de valeurs
et à les faire vivre et éprouver par tous, dans nos écoles, dans nos établissements scolaires. C'est ce qui nous réunit ce jour. Cette mobilisation, vous le savez, elle s'appuie sur 11 mesures que vous avez pu lire et découvrir, qui ont vocation à irriguer l'ensemble du système éducatif, mais dont il importe, et c'est le deuxième point que je voudrais aborder, de mesurer la cohérence, parce que rien ne serait pire qu'une juxtaposition d'actions les unes à côté des autres, et vous le savez que c'est un des travers dans lesquels l'école est quelquefois tombée et dont nous devons nous préserver. Alors, si je reprends les deux premières séries de mesures qui concernent, dans la grande mobilisation de l'école, le point qui nous occupe aujourd'hui, ce sont celles qui concernent le fait de mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. C'est la première d'entre elles, et la seconde concerne le développement de la citoyenneté et de la culture de l'engagement avec tous les partenaires de l'école. La première, mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation, justifie l'effort très important d'action, de formation que nous allons mettre en œuvre, que vous allez mettre en œuvre, afin d'accompagner au plus près les équipes de terrain, au plus près des élèves. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions véritablement lutter contre ce sentiment d'impuissance et d'isolement qu'un certain nombre de professeurs ont manifesté face aux réactions d'élèves, qu'ils ont dénoncées, et le fait d'être obligés d'intervenir finalement dans un champ dans lequel ils ne se sentent pas, les enseignants, totalement compétents. La seconde, sur le développement de la citoyenneté, avec tous les partenaires de l'école, s'appuie sur les assises de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de l'école, qui vont être largement mises en place dans vos académies, auxquelles je pense un certain nombre d'entre vous vont ou ont déjà participé. Elles vont se dérouler sur l'ensemble des territoires jusqu'au 24 avril et donneront lieu à une remontée nationale. Elles sont justement l'occasion, ces assises, de mettre en place une véritable cohérence des actions développées par les différents acteurs sur un territoire, ceux de l'éducation nationale, mais également tous nos partenaires, et j'y reviendrai plus tard. Alors, ce choix des interacadémiques et en particulier de la question de la formation dite des 1000 formateurs nous a semblé évidemment une méthode la plus opérationnelle à court terme pour véritablement remplir nos objectifs. Il s'agit de constituer un réseau étoffé de formateurs, un réseau qui permette un réel maillage territorial, national, d'où cette action volontariste de formation de 1000 formateurs, comme je le disais un peu plus tôt. Dans un second temps, une fois formés, les formateurs que vous êtes pourront intervenir auprès des enseignants, auprès des personnels d'éducation, dans le cadre qui sera jugé le plus opportun par les académies. Ce choix réalisé d'assurer la formation de formateurs via 8 séminaires interacadémiques de 2 jours découle, et j'insiste sur ce point, de la volonté de s'appuyer sur l'existant. Les académies n'ont pas attendu, elles ont d'ores et déjà développé de nombreuses actions, défini des axes, des modalités de fonctionnement, dont les nouveaux formateurs d'ailleurs doivent avoir absolument connaissance, puisqu'ils devront les porter évidemment auprès des équipes. Il s'agissait donc pour nous, à travers ces séminaires interacadémiques, sur la première des 2 journées, d'ouvrir véritablement une possibilité d'enrichissement, de mutualisation, de travail interacadémique pour identifier des pratiques jugées les plus opératoires possibles, pour peut-être travailler également de manière conjointe sur les ressources en vous apportant au niveau national toute l'aide que vous êtes en droit d'attendre. Donc, outre ce temps nécessaire à la maîtrise de l'existant, la formation des formateurs passe, de notre point de vue, à l'évidence, par la construction d'une culture commune. Aussi, un certain nombre des interventions qui vous sont proposées aujourd'hui dans le cadre de ces séminaires
ont pour objet de clarifier, je dirais, le paysage conceptuel qui mêle aujourd'hui des objets intellectuels qui sont intimement liés mais qui ne se recouvrent pas tout à fait et qui peuvent susciter un certain nombre d'interrogations. Je pense évidemment à la laïcité qui sera un des éléments pivots de ces séminaires, mais également, et j'en dirai quelques mots, à l'enseignement laïque du ou des faits religieux, et puis à l'enseignement moral et civique. Vous savez que la consultation sur cet enseignement vient de se terminer et que la synthèse est d'ores et déjà publiée, cet enseignement devant entrer en vigueur en septembre 2015. Alors, pour répondre à ce double objectif de renforcement de la visibilité des actions qui sont déjà installées et puis de consolidation des contenus, la DGESCO a délibérément pris le parti de la co-construction avec les académies et finalement un travail conjoint Académie nationale pour monter ces séminaires. C'est dans cette optique qu'ont été réunis une première fois le 3 février les référents laïcité, les référents mémoire et citoyenneté, les doyens des corps d'inspection, les inspecteurs du premier degré. Ce temps de travail en commun, fort fructueux, je crois, a été l'occasion de discuter et d'identifier les besoins, les aspects sur lesquels le niveau national pourrait apporter une vraie plus-value aux actions académiques. Dans cet esprit, nous avons élaboré de nouvelles ressources, notamment des supports vidéo qui sont mobilisables dans le cadre des formations et qui permettent ainsi un retour sur les concepts, qui ne sont des concepts, nous l'avons vu, non triviaux, sur lesquels nous avons besoin de discuter et de nous entendre, y compris sur le sens même des mots. Et ces outils permettent également un certain nombre d'études de cas pratiques auxquels les enseignants et les personnels d'éducation peuvent se trouver confrontés. L'ensemble de ces ressources se trouve conjointement sur le site EduScol et sur le site de Canopé et sont évidemment à votre disposition. Je vous invite également à vous appuyer sur le livret Laïcité que nous publions et dans lequel se trouvent repris des extraits des textes fondateurs essentiels, la Constitution des droits de l'homme, la loi de 1905, le préambule de la Constitution, des outils également à mobiliser au sein de chaque établissement ou de chaque école, telle la charte de la laïcité, ainsi que des points d'ordre juridique qui peuvent aider les directeurs d'école ainsi que les chefs d'établissement face à des situations qui peuvent être en apparence complexes, qu'ils sont d'ailleurs en général, et qui peuvent être ambiguës également. Soyons clairs, l'enjeu premier de cette formation est de permettre aux formateurs d'amener les équipes d'abord à réfléchir aux modalités pédagogiques concrètes à mettre en œuvre pour dépasser l'enseignement théorique de ces valeurs. Voilà, il ne s'agit pas de faire des cours sur ce que sont les valeurs de la République, la laïcité, la liberté d'expression, ce dont nous avons parlé avant, mais bien de les faire vivre dans les établissements, de les faire vivre dans les actes pédagogiques courants, dans les relations interpersonnelles entre élèves ou bien dans la société qui nous entoure, afin de permettre leur réelle appropriation par les élèves comme par les personnels. Et il s'agit également de disposer et d'amener les équipes à s'en emparer d'un ensemble de ressources qui permettent de trouver des premiers éléments de réponse pour faire vivre ces valeurs au quotidien et pour répondre à un certain nombre de situations délicates. Alors, nous ne sommes pas démunis. Il y a des leviers importants sur lesquels nous pouvons collectivement nous appuyer pour prolonger ce travail d'accompagnement et de formation des équipes. Je pense évidemment en premier lieu à l'enseignement moral et civique, dont le programme a été pensé pour couvrir la totalité de la scolarité obligatoire, et même un peu plus, puisque nous commençons à l'école élémentaire pour finir au lycée,
en tenant compte des spécificités de l'âge des élèves, évidemment. Et cet enseignement moral et civique sera véritablement l'occasion d'installer des pratiques pédagogiques au sein même de la classe qui soient centrées sur le apprendre ensemble, on pourrait dire. Parce que c'est en apprenant ensemble que l'on peut véritablement construire un vivre ensemble à l'école, au collège, au lycée et au-delà. De ce point de vue-là, il y a finalement un certain nombre de modalités pratiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et qui vont dans le sens de la culture de l'engagement et de la reconnaissance de cet engagement que nous souhaitons véritablement faire vivre à tous les niveaux de scolarité. Je pense au travail en groupe hétérogène, je pense au tutorat entre pairs ou à la médiation entre pairs, je pense à la rédaction d'un journal de classe, à l'implication dans les projets collectifs. Voilà autant de modalités qui constituent des leviers concrets sur lesquels les équipes peuvent s'appuyer pour construire, année après année, cycle après cycle, une culture commune, partagée, qui soit un véritable socle de la formation du citoyen, autant en termes de valeurs que de pratiques installées. Je voudrais également rappeler l'importance que nous attachons à un deuxième levier. Il s'agit du développement d'un réel enseignement des faits religieux. Nous savons combien les faits religieux constituent et contribuent de façon importante à cette culture commune. Je lisais récemment un ouvrage fort intéressant, pardon, en faire la publicité, un philosophe nommé Olivier Roy qui travaille sur ces questions et qui rappelait que les religions qui ont du succès, qui convertissent à l'heure actuelle massivement, vont de pair avec un processus de déculturation. Nous connaissions le slogan d'une culture sans religion, nous voyons de quoi il s'agit, c'est un phénomène de sécularisation dans le monde. Nous sommes maintenant, dit-il, dans le temps d'une religion ou de religions sans culture. Et contrairement aux idées couramment reçues, cet auteur souligne que le fondamentalisme n'est pas l'expression, d'après lui, d'une réaction identitaire, mais la conséquence d'une véritable crise de la culture. Cette dernière, la culture, est perçue par les intéressés, ceux qui finalement tombent dans ces excès de fondamentalisme, comme extérieure, comme profane, voire païenne. Et aux yeux des fondamentalistes, dit Olivier Roy, le salut réside dans la sainte ignorance, c'est le titre de son livre. J'ai trouvé cette notion extrêmement intéressante et finalement nous incitant bien à aller plus loin dans la relation entre culture et faits religieux. Et c'est un point sur lequel nous sommes invités collectivement à approfondir notre compréhension de ces phénomènes et à la partager avec les enseignants. Je voudrais aussi mentionner le fait que ces questions, clairement, ne sont pas des préoccupations, loin de là, réservées au second degré. Évidemment, l'approche qu'il convient d'en avoir est différente à l'école. Elle n'en est pas moins essentielle. C'est donc bien sur l'idée d'un parcours citoyen, et c'est le troisième levier auquel je voudrais vous inciter à vous référer, c'est bien d'un parcours citoyen qu'il importe de faire prévaloir et d'installer au cœur même des enseignements. Ce parcours doit être l'occasion pour que l'élève s'implique individuellement ou collectivement dans un projet citoyen, au cœur de l'école, dans les conseils d'école, dans la vie collégienne, de vie lycéenne, dans les conseils d'enfants, dans le conseil municipal, dans les projets associatifs ou en lien avec les partenaires, dans un dialogue renforcé, évidemment, de l'école avec les parents. Voilà un levier supplémentaire et très important. Et bien sûr, le dernier levier que je voudrais citer n'est pas l'un des moindres. Il s'agit de s'appuyer sur les partenariats, sur les associations, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements pédagogiques dont les programmes d'action sont largement axés sur l'éducation à la citoyenneté,
sur le vivre ensemble, sur la laïcité, la solidarité, la tolérance, l'égalité filles-garçons, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, tant de sujets qui sont au cœur véritablement de cette mobilisation citoyenne que nous appelons de nos voeux et qui seront largement débattus, je n'en doute pas, au cours des assises académiques. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu longue, mais c'est un sujet très important. Je voudrais en conclusion rappeler que l'engagement en faveur des valeurs de la République est le premier préalable à l'exercice des métiers d'éducation et d'enseignement. Il n'est pas négociable. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la réflexion s'engage sur l'évolution des concours de recrutement et de la formation initiale qui prendront toute leur place au sein de ce plan pour la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Et l'engagement sur le terrain que nous avons pris de plus de 1000 formateurs pour œuvrer auprès des personnels d'enseignement et d'éducation permettra non seulement de répondre aux besoins des personnels qui sont confrontés quotidiennement à ces problématiques, mais aussi de réaffirmer leur mission, la mission de tous les personnels de transmission de ces valeurs. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent séminaire.